La santé des salariés. Alors, c'est un sujet de préoccupation bien avant le Covid. C'était une obligation de l'entreprise, évidemment, les questions de santé au travail. Et il y a des obligations légales. Et puis, on va parler, bien entendu, de la santé mentale, parce que des salariés jeunes, on y reviendra, puisqu'on parle des étudiants, mais il y a aussi de jeunes collaborateurs qui, moins de 29 ans, sont parfois en difficulté psychologique pour des raisons qu'on va évoquer sur ce plateau. Que faire ? Comment répondre à cette question ? Les chiffres sont clairs. Dernière étude de Malakoff, Humanis Malakoff, qui évoque une augmentation du nombre d'arrêts maladie de longue durée liés à des questions liées à la santé mentale des collaborateurs. Donc c'est un sujet de préoccupation et l'entreprise évidemment doit s'y atteler, probablement que l'État aussi. Georges Aoun, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Concilio, alors qui est une plateforme d'accompagnement médical personnalisé. Elle est basée en France, mais vous avez élargi votre spectre à d'autres pays, on en parlera. Vous avez une logique très internationale en disant, après tout, il n'y a pas de différence entre les pays. Dans notre stratégie, en tout cas, c'est ce que vous défendez. Bonjour Arnaud. En fait, il y a une réalité, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau mondial, nous avons exactement les mêmes problèmes pour les salariés, pour les utilisateurs de notre plateforme. Alors, c'est 20 000 médecins, on parle de la France, là, en l'occurrence, qui sont recommandés par votre structure. Au niveau mondial, nous avons 20 000 médecins. C'est au niveau mondial, voilà, 20 000 médecins. France, nous sommes à plus de 6 000 médecins. 6 000 médecins. Et vous couvrez bien 250 000 personnes au total qui sont accompagnées par Concilio. 250 000 personnes qui sont accompagnées grâce à des abonnements qui sont pris par les entreprises pour leurs collaborateurs. Pour leurs collaborateurs. Christophe Nguyen, vous êtes déjà venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Psychologue du travail et des organisations, président d'Empreinte Humaine, tous les deux, Georges Aoun et Christophe Nguyen. Vous allez nous proposer, on va la découvrir évidemment, on en a fait un digest, des sondages, des études, un baromètre pour vous, puis un sondage Harris Interactive sur la relation des entreprises avec la santé des collaborateurs. Puis vous l'avez traité, c'est très intéressant, côté DRH et côté représentant du personnel. Tout à fait, c'est le rôle de la santé dans sa globalité. Et on voit qu'il y a certaines réponses sur lesquelles il y a des petites différences entre les représentants du personnel et les RH. On va faire le point. D'abord, un diagnostic. Est-ce que nous sommes en train de noircir le trait sur, je parle de la santé mentale des collaborateurs, qui a augmenté les difficultés, ou est-ce qu'il y a une réalité aujourd'hui, le Covid est en train doucement d'impacter la santé des salariés ? Oui, et ça, on le savait depuis le début de cette crise sanitaire. Vous l'évoquiez il y a déjà presque un an, quand vous êtes... parlé. Et effectivement, on a tenté d'alerter, parce que des études internationales épidémiologiques, parues dans The Lancet, montraient les effets d'une pandémie, d'un confinement et surtout des mesures sanitaires autres sur la santé mentale de l'ensemble de la population. Et nous, on s'est intéressé effectivement à regarder ce qui se passait pour les salariés, parce que l'entreprise reste encore un lieu, j'ai envie de dire, de socialisation, un lieu de protection. Il y a un enjeu. Il y a des questionnements aussi internationaux, puisqu'on parle de ça, sur le rôle, on va dire, en termes de santé publique et de politique de santé publique des entreprises. Et notamment, c'est son rôle ou c'est pas son rôle d'ailleurs ? Parce que c'est une question. Puissance publique ou entreprise ? Georges Aoun, vous en pensez quoi ? Parce que c'est un peu votre étude. C'est à l'entreprise de faire ça, ou est-ce que c'est au pouvoir public de dire on a une situation sanitaire dégradée, c'est à nous, notre réseau de médecins, de s'organiser ? En fait, on est beaucoup plus pragmatique que ça. Notre étude montre que l'entreprise a intérêt à le faire. Est-ce que c'est son rôle ou pas ? À la limite, c'est une question de santé publique. C'est ce qui ressort de l'étude, politique. Mais fondamentalement, l'entreprise a intérêt parce qu'effectivement, l'impact de la santé sur le travail et la rentabilité et même le bien-être des collaborateurs est très important. Et donc de leur qualité de travail et de leur productivité, pour le dire un petit peu abruptement. Oui, tout à fait. Forcément. Tout à fait. Forcément. Donc c'est pas une question, je dirais, philosophique ou philanthropique, c'est une question pragmatique. Oui. Pragmatiquement, oui, ils ont intérêt. Bien sûr. Par contre, il faut que les pouvoirs publics les aident. Et je pense que ça, autant ils ont fait beaucoup de choses sur la question des protocoles sanitaires et des échanges qu'on pu avoir avec les partenaires sociaux pour la mise en place dans les entreprises de mesures de protection par rapport au Covid. Sur la partie mentale, c'était beaucoup plus light. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu quand on compare d'autres pays où je ne vous rejoins pas tout à fait, parce que autant il y a un mouvement de fond international sur le fait que les niveaux de stress sont toujours en augmentation, bien sûr. Et que cette crise n'a fait qu'accélérer cela, qu'on n'a jamais parlé autant de ce sujet en France notamment, alors que les indicateurs continuaient de se dégrader en termes de maladies professionnelles et d'accidents du travail reconnus pour la question des risques psychosociaux, en matière d'absentéisme qui était en constante augmentation, même avant la crise. Et arrêt de maladie longue durée aujourd'hui, qui ne sont pas des arrêts courts. Par rapport à ce sujet de la Covid. Il y a aussi Georges Aoun, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous disiez qu'il y a une forme d'internationalisation et d'une logique un peu internationale et mondiale. Il y a des disparités entre chaque pays et des politiques publiques et des politiques mises en place différentes. En fait, ce qu'on a pu constater, nous, c'est que avant même la crise du Covid,
on avait fondamentalement un mouvement dans les entreprises qui était « je vais m'occuper de la santé de mes collaborateurs » parce que bêtement, il y a effectivement un retour sur investissement. Et puis l'entreprise n'est pas là que pour produire et faire de la richesse, elle est aussi là, évidemment, à une raison sociale. Voilà, et après, il y a la raison sociale, il y a les politiques de RSE, il y a les entreprises à impact qui arrivent et qui se disent « voilà, c'est un élément que je vais prendre, un flambeau qui va arriver ». Tout à fait. Donc c'est le mélange des deux qui est intéressant. Effectivement, les intentions étaient là. Et avant la crise, on a vu tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail. Après, tous les observateurs et les institutionnels, comme l'ANACT, ont étudié le fond de ces accords ou des mesures. Et on voyait bien que c'était plutôt des mesures périphériques au travail, pas trop sur le management, encore moins sur l'organisation du travail, même si les intentions sont là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de méthodologie. Juste d'un mot, 70%, ça c'est votre baromètre, et puis on commentera quelques chiffres qui sont intéressants. Plus de 90% des salariés, tout à fait, et oui, totalement, considèrent que l'entreprise, elle a un rôle à jouer, elle est décisive sur les questions de la santé en général, d'ailleurs, et pas que la santé mentale, aussi, et la légitimité. C'est un élément qui 70% dans votre baromètre considèrent que les personnes touchées avaient moins de 29 ans. Juste sur le plan sociologique, ça nous dit quoi ? C'est des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui sont un peu fragiles, qui sont dans un entre-deux ? Oui, disons que ce sont les premiers accédants à l'emploi, les jeunes, qui n'ont pas eu le temps avec cette crise finalement de s'acculturer à l'entreprise et d'avoir des repères et des certitudes. Repères qui ont été complètement bousculés, balayés par cette crise, repères personnels, mais repères familiaux, repères également, j'ai envie de dire, professionnels. Et nous, ce qu'on entend dans les accompagnements des jeunes qu'on a, certains dans parce que vous avez évidemment des lignes d'écoute et des accompagnements spécifiques, c'est que effectivement, ils ne savent plus finalement comment organiser une journée. Ils sont en questionnement sur leur choix de première orientation professionnelle en se disant mais qu'est-ce que je vais devenir et est-ce que j'ai fait les bons choix, surtout que je ne peux pas, pour beaucoup, et ils vivent encore plus mal, eux, le 100% télétravail, contrairement peut-être à une idée reçue qu'on avait sur les jeunes qui voulaient digital native. Ils ont envie d'être dans la boîte. Dans la boîte, voir les anciens, voir comment la culture du métier, ça s'apprend. La relation au père, pour faire un peu de psychanalyse, à l'aîné. Effectivement, père, même PAI. Et PAIR. En tant que tel, de pouvoir apprendre. Et là, ils ont l'impression aussi qu'on gâche et qu'ils se gâchent par rapport à ça. Et ils ont encore moins de repères que les autres. Qu'est-ce que vous disent les entreprises ? Vous nous disiez qu'il y avait quand même une évolution avant Covid avec des entreprises, vous l'évoquiez, à impact, qui mettaient le RSE en avant et qui disaient aujourd'hui, nous, comment vous les accompagnez, vous, chez Concilio, justement ? Parce qu'il y a celles qui sont convaincues, puis j'imagine qu'il y a celles qu'il faut convaincre aussi. On a eu pendant 4 ans celles qu'il fallait convaincre. Oui, c'est ça. Après, il y a la preuve par l'exemple. Et je pense que pour nous, le premier confinement a été un formidable accélérateur parce qu'en fait, fondamentalement, vous testez le service Concilio. Et aujourd'hui, nous, on l'a mis à disposition d'un certain nombre de nos clients. À marche forcée, j'ai même envie de dire. À marche forcée, on a eu 4,8 sur 5 de retour en taux de satisfaction de nos utilisateurs sur 70% et plus des collaborateurs qui l'utilisent. Ça veut dire très concrètement pour ceux qui nous regardent, l'entreprise prend votre service et le propose à ses collaborateurs. Ça veut dire quoi ? Que je peux appeler un médecin ? Ça veut dire que j'ai une ligne en direct ? Comment ça marche ? C'est très simple. Vous avez accès à un site web, vous rentrez, vous avez utilisé votre adresse personnelle pour des raisons de confidentialité, ça c'est très important. Secret médical, confidentialité. Et même ne serait-ce que construire justement cette relation avec Concilio. Vous arrivez sur notre site concilio.com, vous posez une question. C'est, je veux parler à un médecin dans la demi-heure, dans l'heure, dans les 2 heures, pour un problème de... C'est serviciel, c'est urgent, je tire la sonnette. On ne fait pas d'urgence, donc j'ai un besoin... Enfin, si je veux parler à un médecin dans la demi-heure, c'est qu'en général, il y a besoin quand même. Ou simplement, mon enfant, il a mal à la tête, je ne sais pas si je dois aller au bureau ou pas, si le bureau est ouvert, donc qu'est-ce que je fais, comment je fais ? Donc en fait, on est réellement une solution de service qui est là pour vous mettre en face du bon professionnel de santé quand vous en avez besoin. Et surtout réussir à avoir un rendez-vous, si je peux me permettre. C'est réussir à avoir un rendez-vous et trouver les... Pour être sérieux, parce que vous voyez un ophtalmo, je voyais un tweet qui passait, puis-je avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo avant 2022, disait cette personne d'une ville de province, que je ne citerai pas. Non, mais même à Paris. En fait, et à Paris, bien sûr. Souvent, on a des retours de nos utilisateurs qui nous disent « J'habite à Paris, je suis dans un désert médical, merci de m'avoir trouvé un rendez-vous. » Paris est aussi un désert médical. Exactement. Juste d'un mot sur la santé mentale et sur la santé en général. Est-ce que vous avez vu, et vous l'avez dit, à marche forcée, vous avez Concilio et accompagné les entreprises et les salariés. Est-ce que vous avez vu une évolution, une dégradation des conditions de santé mentale et de santé tout court ? Est-ce que vous le constatez ? Ce qu'on a constaté pendant le premier confinement, c'est qu'il y a eu une grande question, un énorme questionnement. On ne savait pas vers où se diriger. Donc en fait, de facto, il y a eu un abandon de soins dans un certain nombre de choses.
Après, on a eu une phase dans laquelle, effectivement, le côté santé mentale a commencé à apparaître. Et on a essayé de rattraper sur le côté santé physique. Et c'est l'importance de faire le lien entre les deux, parce qu'on a fait un très bon travail historiquement avec les lignes RPS, avec les TMS et tout ça. Mais on ne s'est jamais posé la question. Mon père est à Montpellier. Il commence à avoir un début d'Alzheimer. Comment je l'aide ? Là, vous ouvrez la porte des aidants, la question des aidants. Et l'énergie que je vais consacrer à mon père, je ne la passe pas au travail. Je la passe pas au travail. Et là, il faut le réinventer. Là aussi, vous avez travaillé sur ces questions-là avec vos entreprises et vos clients. Et on l'a chiffré, c'est 2 jours de travail par an, par collaborateur dans le privé en France. D'accord. Ça fait 400 € par collaborateur de perdu, parce que je fais autre chose que travailler. Donc ça c'est un questionnement problématique et financier pour l'entreprise. Quand vous apportez ce diagnostic, vous dites, voilà, sur l'ensemble de vos collaborateurs, en moyenne, c'est une moyenne, c'est 2 jours par collaborateur. Donc l'entreprise dit, mais comment on fait ? Avec 2 jours qui ne sont pas comptés comme étant de l'absentéisme, parce que la personne est dans le bureau. Donc en fait, c'est du présentéisme. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je passe du coq à l'âne, mais dans votre étude, dans votre baromètre, il y a une chose qui m'a sensibilisé et marqué. Lorsqu'on interroge les salariés, alors les managers, c'est encore pire, 55% considèrent que les personnes en télétravail abusent, c'est le mot que vous utilisez, et ça monte de 10% quand on interroge les managers qui disent oui, je pense que les gens en télétravail abusent. Pas tous, certains. Certains. Voilà. Non mais c'est en tout cas le baromètre et c'est le chiffre. Donc je l'amène brut. Oui. Ça veut dire qu'il y a une forme de suspicion qui vient, pour relier ça à notre sujet, se mettre sur l'épaule du télétravailleur en se disant je suis persuadé qu'au siège, il pense que je fous rien. Oui. Ça doit accentuer le stress, ça. Bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est que le présentéisme, on entend souvent que le télétravail va remettre en question le présentéisme cher à la culture française, du temps, de l'évaluation et de l'engagement de la personne sur le temps. Et du manager qui surveille. Voilà, qui surveille. Et au final, on voit qu'à distance, on a aussi ces mêmes travers. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une culture, c'est-à-dire aussi, pour qu'il y ait des salariés qui fassent de longues heures, c'est qu'il n'y a pas que des managers. Il ne vient pas dans le bureau tous les quarts d'heure, mais c'est le mail tous les quarts d'heure. C'est le mail, et on voit aussi l'augmentation, je ne sais pas si vous avez vu, d'achats par les entreprises de logiciels de surveillance. On vient d'en parler. Okay. Et donc, par rapport à ça, ça montre bien qu'il y a des doutes et il y a un vrai enjeu de malentendu sur les droits et les devoirs des télétravailleurs. C'est-à-dire de disponibilité ou pas, sans être à disposition, quelle souplesse est laissée demander par les salariés et en même temps, quelle exigence le manager peut avoir. Ils sont parfois désemparés parce que cette situation... Eux-mêmes sont touchés par la détresse. Particulièrement en difficulté. Il le dit, c'est plus dur de manager à distance. C'est encore plus dur, 8 sur 10, d'identifier qui va pas bien ou pas, le moral. Oui, ils le disent, ils n'arrivent pas à voir. Ouais, et ils sont vraiment désemparés par rapport à ça. Il faut absolument les aider. Et c'est là où l'entreprise peut les aider, effectivement, en matière de santé, mais en matière d'efficacité aussi. Georges Aoun, sur des chiffres, Consilio, évidemment, doit consolider un certain nombre de chiffres par rapport à tous les clients et toutes les personnes qui, évidemment, sont couvertes par votre service. Qu'est-ce qui en ressort si on devait les classer ? Il y a des difficultés de santé mentale, il y a des difficultés de la vie quotidienne, vous l'évoquiez tout à l'heure, une maman qui a son enfant malade. Qu'est-ce qui est ressorti ? Et est-ce que vous avez vu une rupture avec cette arrivée du Covid ? On a 2 choses. On voit de tout. Et effectivement de tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cas compliqués, mais on a aussi, j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes, comment je fais pour avoir un rendez-vous ? Et, encore une fois, c'est très serviciel. Là. Et notre positionnement, c'est d'être votre tiers de confiance. Vous avez un problème de santé ? Appelez Consilio, connectez-vous à notre plateforme, on vous apportera la solution. Donc ça, c'est le premier point. Donc, toujours, même pour l'ophtalmo à Paris, toujours. En une demi-heure. Attention, pas en une demi-heure. En revanche, l'ophtalmo à Paris, dans 2 semaines, on sait faire. Voilà, donc vous avez des délais raisonnables. Voilà, tout à fait. On n'est pas tenu à l'impossible, on ne va pas vous trouver un neurochirurgien dans un désert médical. Mais en tout cas, on est de loin beaucoup plus efficace parce qu'on a accès à beaucoup plus de médecins. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément qui est très important, et là, en tant que chef d'entreprise, je l'ai aussi vécu. La réalité, c'est que nos collaborateurs travaillent plus. Ils travaillent plus sur des choses qui étaient déjà cadrées. Mais ce que le confinement casse, c'est un peu de la créativité, cet esprit d'équipe, ce côté de... Et c'est là où la santé mentale... On connecte nos cerveaux, en fait. C'est l'idée qu'on bosse ensemble et qu'on avance La ensemble. machine à café. La fameuse machine à café. Tiens, c'est une rubrique pour Fanny Griesmer, ça, la machine à café. Il n'y en a plus. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'avec le télétravail, vous avez remarqué que les gens prenaient plus sur les horaires normales de bureau des rendez-vous avec des spécialistes ? C'est-à-dire sur leur temps de travail. Oui, c'est intéressant ça. Nous, on a eu 2 choses. On a des pics le matin, on a des pics le soir. Ce qui s'est passé, c'est que la réalité, c'est que le travail maintenant, il est un tout petit peu plus diffus. Donc, voilà, il s'organise différemment. J'ai des gens qui se connectent à 8h pour faire une demande le matin, mais aussi des demandes à 21h, à 22h. Après, on est très international. Donc, nous, on a pas mal de demandes qui peuvent venir d'Asie ou des États-Unis, puisqu'on a des utilisateurs dans ces pays. Et là aussi, vous êtes dans l'obligation de répondre
en Asie, dans les pays où vous êtes installés, le plus vite possible, dans des conditions optimales. 24/7, en anglais et en français. Donc, en fait, nous avons principalement des entreprises françaises clientes. Ouais. D'accord. Christophe Nguyen, pour la suite, on n'a pas résolu une question, enfin, excusez-moi, mais dans votre sondage Harris, l'entreprise a un devoir, elle s'engage, il faut qu'elle soit là pour ses salariés. On l'a évoqué. Il y a quand même un débat sur la puissance publique. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui est en train de prendre la place des pouvoirs publics sur ces questions de santé ? Pardon, il y a aussi une demande des salariés qui est très importante. En fait, c'est ça. Ça pousse d'en bas. On le voit dans les baromètres qu'on a fait. C'est à ma boîte de le faire. Voilà, ils attendent plus de leur employeur, non seulement sur la responsabilité sociale, la responsabilité économique, c'est vrai, mais la responsabilité humaine et en matière de santé. Et beaucoup plus, on le voit, savent mieux ce qu'ils attendent aussi en matière de bien-être psychologique en particulier auprès de leur employeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses servicielles, excusez-moi, mais pas forcément ce que vous faites, qui sont des cadeaux supplémentaires, voire des avantages en nature. C'est vrai, mais bien sûr. Donnés par l'employeur. C'est vrai. Conciergerie, des sports en entreprise. Qui attirent les talents, ça aussi. Qui attirent les talents, mais qui ne sont pas à la hauteur finalement des enjeux, parce que c'est... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out en disant « je suis pas allé à la salle de sport », quoi. C'est pour ça. Donc il y a un vrai enjeu de replacer, par rapport aux efforts qui sont faits, de bien les centrer sur ce que finalement la littérature internationale nous a montré comme étant le plus efficace, c'est-à-dire sur le travail en lui-même, sur le management, et on voit qu'il est particulièrement en difficulté. Il y en a un tiers dans notre dernier baromètre qui dit « j'ai même pas le temps de manager ». Donc il y a un vrai enjeu autour de cela. Et je pense que qu'est-ce qui fait la différence au niveau international ? Effectivement, c'est la volonté du pouvoir public. Et je pense qu'avec la crise France Télécom, Renault qu'on a connue, avec les plans d'urgence qu'on a pu avoir, ont été très coercitives, on va dire, vis-à-vis des employeurs, des obligations très fortes, très pesantes. Et ça s'est amélioré depuis ces affaires, d'ailleurs. Ça s'est amélioré, il y a eu beaucoup de choses et la France a rattrapé beaucoup son retard. Et effectivement, après on a basculé vers quelque chose qui pouvait paraître plus cosmétique parfois, parce que plus vendeur. Forcément, on peut le comprendre, hein. C'est pas sexy de parler des risques psychosociaux. Donc c'était presque de la communication pour vanter. Parfois, avec des volontés quand même de traiter les vrais sujets, mais attention. Attention que l'arbre ne cache pas la forêt, quoi. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Et donc les pouvoirs publics. Jean Jaoun, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je voudrais qu'on soit précis, parce que vous avez un tableau de bord précis sur l'ensemble de vos clients. Est-ce que vous avez constaté des demandes différentes dès lors qu'on est entré dans la phase Covid, c'est-à-dire à partir du 16 mars jusqu'à presque un an aujourd'hui, puisqu'on fera presque un an de mise en situation de sous-tension, ou est-ce que rien n'a changé? On a bien compris les demandes qui sont très variées, mais est-ce qu'il y a eu quand même vous avez senti quand même que cette crise Covid, elle touchait fortement les salariés? Entre le 17 mars et le 11 mai, on a eu plus des demandes sur le Covid. J'ai un rhume, est-ce que c'est un rhume ou est-ce que c'est la Covid? À partir du 11 mai et jusqu'à aujourd'hui, j'ai un accès à la santé, quelle que soit ma problématique. J'ai vu une augmentation de volume. On a fait x10 sur cette période. Donc il y a quand même, ça poussait très fort. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a eu un vrai besoin, une vraie compréhension de l'accès, du besoin de l'accès. En creux, une vraie angoisse. Oui, bien sûr. Il y a une vraie angoisse, mais il y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est que nous avons des clients, par exemple, qui nous disent « Grâce à votre service, j'ai réussi à recruter ». On leur a dit « Pourquoi ?» Voilà, je suis une petite start-up, je fais 15-20 personnes. Je travaille sur un métier très concurrentiel où le capital humain est très important. Et ça, c'est un atout pour embaucher. Et fondamentalement, je donne tout ce que les autres donnent. Je ne paye pas mieux, je ne paye pas moins bien. Il y a la corbeille. Mais j'ai ça. Mais j'ai ça. Et j'ai recruté 20% de mes collaborateurs grâce à ça. C'est exactement ce que vous disiez. C'est pas que cosmétique dans ce cas-là. C'est aussi un outil, un levier d'engagement et d'attirer des talents. Alors, là, on est sur la phase de recrutement. Après, il faut que les gens le vivent et voient qu'effectivement, c'est pertinent. Après, on va éprouver. Oui, il faut le tester, bien sûr. Et puis, je pense qu'il faut le prendre dans un écosystème plus large, au travail. Et effectivement, c'est pas que ça. C'est certainement parce qu'il y a un management qui est attentif à cela et qui veut le faire. Et ça, au-delà du service, c'est aussi rejoindre une entreprise dont je pense qu'il va bien se préoccuper du bien-être des gens. Donc, c'est aussi cette philosophie, je pense. Si on reparle des approches... Oui, on a bien entendu votre discours. Il ne faut pas que du gadget. Il faut aussi que ça soit accompagné. Il faut que ça soit vécu. C'est-à-dire, si on vend quelque chose que les gens, finalement, n'éprouvent pas en réalité, je pense que le gap est pire que le... Ils se font bonne conscience et on n'en parle plus. Un peu. Voilà. Oui, c'est ça. Et le gros changement lié à la Covid, c'est avant, on proposait des services, mais on les mettait sous un tapis parce qu'on ne voulait surtout pas qu'ils soient utilisés puisqu'ils étaient gratuits. Aujourd'hui... En tout cas, quand il s'agit de Concilio, on a plus de 70% de collaborateurs qui utilisent le service, qui l'utilisent plusieurs fois par an. Et donc, ça devient là, pour le coup, effectivement, presque
un élément Positif. de la... Ouais. Tout à fait, et de la culture d'entreprise. Oui, qui n'est pas d'ailleurs uniquement lié à un rapport commercial, mais qui est aussi un rapport de service à des D'accord, produits. cette évolution, c'est-à-dire qu'au début, par exemple, on pouvait former les managers, des dizaines de milliers qu'on faisait, mais c'était obligation, il faut le faire, et on ne le dit pas trop, Ouais. vous êtes obligés. Et là, je pense que les entreprises sont en train de... Oui, il y a un basculement. Et de se dire, là, il faut le faire, parce qu'il faut se préoccuper. Parce qu'il y a une demande aussi. Je suis persuadé, Georges Aoun, que vous y avez pensé, mais on a fait beaucoup d'émissions sur ce lien entre sport, exercice physique, qui est de plus en plus difficile à faire avec le confinement, et bien-être au travail. Ça aussi, c'est une demande des collaborateurs, parce que certains collaborateurs peuvent plus courir, peuvent plus jouer au tennis, peuvent plus pratiquer leur sport, ça leur monte à la tête, il y a un stress qui monte. Est-ce que là aussi, votre service va jusque-là, en disant, je vous mets un coach, et on se met en visio, et vous bougez les jambes et les bras, vous allez suer un peu, quoi. Ce qui est clair, c'est qu'à partir de maintenant et dans les années à venir, globalement, tout ce domaine va évoluer. Nous, aujourd'hui, on ne propose pas justement ce genre de service, mais c'est clairement une demande qui arrive quand il y a des téléconsultations avec des médecins en disant Bah oui. qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous me On conseillez? réfléchit à ce genre de service pour venir en fait traiter la santé non seulement mentale, mais physique aussi, Mais préventive. en prévention et en guérison. Je voulais le citer avant de partir parce que c'est intéressant. C'est un peu comme votre étude sur les gens qui considèrent que certains ne foutent rien en télétravail, pour le dire un peu cash. Là, dans votre étude Harris, tout le monde est favorable aux gestes barrières, globalement, tout le monde l'a intégré, ça c'est très intéressant. En revanche, la plupart, une grande partie, sont réticents à la prise de température, par exemple. Il y a quand même des salariés qui... On a intégré tous ces gestes barrières qui ont été durs à mettre en place, il faut le dire. Mais enfin, la température, c'est pas gagné, on est d'accord. Non, mais 95% des collaborateurs et 90% des DRH et des fonctions dirigeantes disent c'est de mon rôle de trouver quelque chose dans le domaine de la santé Ouais. quand Oui. il arrive. Donc, Pour protéger. Ouais. vous auriez dit ça il y a, Non, c'est il y a vrai. 12 mois, Ils s'impliquent. c'était complètement C'est tout à fait impensable et exact. inaudible. Oui. Donc, Ça, c'est vrai. Dans l'évolution du DRH, il a pris en charge ces questions. Oui. À un certain temps, globalement, on ne pensait pas que le DRH gérait ces Oui, questions-là, quoi. oui. Moi, je me souviens, j'avais des DRH avec qui je discutais au début de la crise, où on disait attention, il va y avoir une crise psychologique. Ils disaient bon, mais non, en plus on n'y est pour rien. Pourquoi on va faire des choses? La Covid-19, on n'y est pour rien. Et là, ils s'aperçoivent. Qui est très éloigné du sondage Harris. Voilà. Et c'était au début. Et là, on va dire qu'il y a une Voilà, évolution. on y est pour quelque On chose. est obligé, quoi. On voit l'état des gens, il faut qu'on s'en occupe. Juste sur les étudiants, avant de nous quitter, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi vous me parlez des étudiants? Puisque nous, nos clients, c'est les entreprises. Est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur cette jeunesse qui, un jour ou l'autre, sera cadre, manager, et qui se retrouve en situation de très grande détresse psychologique? On fait quoi? Vous avez un projet là-dessus ou pas? de façon très concrète, et là je parle de conseiller en tant qu'entreprise, on a eu un vrai sujet d'intégration des stagiaires qui était en cours au moment de l'arrivée justement de la Covid. Et ça va recommencer là, hein? Voilà, et donc fondamentalement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour préparer les collaborateurs, pour préparer les étudiants. Un Et étudiant, les aider surtout. mais surtout quand vous êtes en déplacement, ne serait-ce que vous allez dans une nouvelle ville parce que vous avez intégré une école à Nantes, Ah ouais. vous êtes parisien, c'est comment vous êtes là, comment on fait pour que vous ayez une solution d'écoute et une solution dans le domaine de la santé. Parce que ça, c'est votre métier, votre cœur de métier. Les étudiants, il y a les entreprises, on achète un service, mais les étudiants, ils sont tout seuls. Oui, les étudiants sont tout seuls, mais ils peuvent bénéficier des mêmes accompagnements que n'importe quelle personne. Et je pense qu'au-delà de plus d'être tout seuls, c'est qu'ils ne sont pas organisés et ils n'ont pas des moyens. Et je pense que le pouvoir public doit particulièrement les accompagner. Ce n'est pas que des lignes d'écoute où on voit qu'il y a eu des annonces par rapport à ça. On va mettre des psys dans les universités, on va doubler le nombre, mais on n'arrive pas à recruter parce qu'ils ne sont pas assez bien payés et parce que c'est difficile à voir, il n'y en a pas. Ensuite, on met des lignes d'écoute. C'est pour ça que je parlais d'une entreprise privée, vous voyez. Voilà. Et qu'il faut les accompagner, aller plus loin dans l'accompagnement, effectivement faire des groupes de parole. Il ne faut pas faire que des lignes d'écoute en individuel. Oui, il faut du présentiel, physique. Physique ou à distance, mais en tout cas, de recréer ce collectif, parce que c'est ce qui pèse le plus sur leur santé mentale, c'est leur isolement et le manque de lien social. Un dernier mot, Georges Aoun, ça se termine. À notre petite échelle, simplement sur ce point. Vous êtes modeste. Quand un collaborateur est couvert par une entreprise, sa famille, ses parents, ses beaux-parents, ses enfants majeurs et mineurs sont couverts. Donc les étudiants, pour nos 250 000, sont couverts. Ça, c'est une information, parce que vous risquez d'avoir des demandes. J'ai mon fils qui est dans une école de commerce, j'ai ma fille qui est à l'université, vous les avez, avec des parents qui sont démunis. Et donc, Concilio, là aussi, élargissent le spectre. Très intéressant. Et les enfants, en fait, ont droit à leur propre compte, donc ils peuvent le faire sans forcément passer... Avec leur compte personnel et leur mail. Donc, pour fait. pouvoir un peu vider leur sac, parce que c'est un peu ça dont il est question. Exactement. Parce que l'angoisse des étudiants est forte. Ils cherchent un boulot dans quelques années et ils se disent tout ça est un peu bouché. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Georges Aoun, cofondateur de Concilio, qui est une belle entreprise accompagnement médical, on l'aura compris, une plateforme avec un maillage mondial, puisque vous évoquiez d'autres pays, l'Asie notamment, les États-Unis, le Canada, me semble-t-il. 60 pays. 60 pays, bon voilà. Là, on ne va pas les citer, on n'aura pas le temps. Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine.
un sondage Harris Interactive à retrouver sur votre site concilio.com et puis votre baromètre qui est très intéressant sur la relation des managers, des salariés face à la santé mentale. C'est bientôt fini. Pas encore. Fenêtre sur l'emploi. On fait du recrutement. Tiens, aujourd'hui, on reste dans une ligne un peu cohérente autour du recrutement. C'est le recrutement multicanal. Et on en parle tout de suite avec un chef d'entreprise.